Bien le bonsoir, il est 20h, merci de nous recevoir chez vous, c'est l'heure du bulletin d'information. La migration irrégulière vers l'Europe se poursuit. La brigade de Fimela a intercepté un véhicule gambien transportant 25 migrants en provenance de Soman. Ces migrants devaient embarquer à Ndangan. Une procédure de rapatriement sera donc entamée pour les migrants. Par ailleurs, en collaboration avec les autorités judiciaires, une autre sera enclenchée pour appréhender les passeurs. Alors à présent, à Bakel, dans la commune de Balou, où tous les villages sont envahis par les eaux du fleuve, le constat est alarmant. Des maisons inondées, des routes coupées, des écoles fermées, des centres de santé et services publics à l'abandon. Le maire de la commune de Balou, Cherna Kamara, déplore le manque de réaction des autorités et demande la mise en place d'un plan Orsec. Les rues, tout est inondé. Tout est inondé. Il n'y a que le bon Dieu qui peut faire ça. C'est que le Tout-Puissant qui peut faire ça. Ouais. Donc on est en train de venir, je devais venir avec le sous-préfet, donc qui est actuellement, qui disait qu'il était à Tamba ce matin. Mais on va lui donner des comptes rendus. Ouais. Ça va remonter au ministre de l'Intérieur, ça va remonter aux autorités, au président de la République, au Premier ministre. La fois dernière, quand on a eu le conseil interministériel de l'eau, je représentais l'ensemble des maires du Sénégal pour le conseil interministériel de l'eau. Je l'avais parlé, je l'avais sensibilisé. Il a effectivement compris. Il a été faire même à Matam une tournée. Mais entre Matam et aujourd'hui, ici à Balou, ce 12 octobre, c'est encore catastrophique. On fait appel au pouvoir, aux autorités. Le jour où j'avais expliqué au Premier ministre, c'est un plan Orsec qu'on devait avoir besoin pour venir secourir la population démunie. On ne parle pas de terre, toutes les terres sont inondées, les maisons, les voilà, la commune, la voilà, ainsi de suite. C'est un appel, c'est un cri de cœur, un cri d'alarme pour que les autorités puissent venir secourir la commune de Balou. Merci. Merci. Merci, monsieur le maire. Et puis retenez que seules des lois économiques et des réformes institutionnelles peuvent remettre le pays sur la voie du développement. Déclaration de El Hadji Ibrahima Mbou devant le jury du dimanche pour la tête de liste de l'Union citoyenne Buntoubi aux législatives. Il est ainsi temps de mettre en avant l'intérêt général au vu de la situation économique très difficile du pays. El Hadji Ibrahima Mbou répondait ainsi aux questions de Hassan Gueye. Quand on met l'accent sur la dimension économique, c'est que nous devons aujourd'hui être un pays riche, créer de la valeur, créer des richesses, régler les questions d'aménagement du territoire, financer notre développement, financer nos jeunes. Nous pouvons le faire. Il y a eu des modèles. Singapour, Malawi et plus récemment le Ghana. Les gens ne savent pas que l'Europe s'est enrichie. On parle du Nouveau Monde, mais le Nouveau Monde c'était l'Afrique, c'était le Ghana. Quand on a pris Gold Coast à l'époque, les Portugais qui étaient très pauvres, ça aussi il faut rappeler l'histoire. Et qui étaient très pauvres, ils venaient en Afrique pour l'or. Aujourd'hui, ce sont des modèles qu'il faut développer. Je reviens sur ça. Le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont encore réunis sur le cacao. Parce qu'ils ont dit, le cacao doit être transformé. C'est les deux premiers producteurs mondiaux de cacao au monde. Les deux premiers. Le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ils se sont dit, mais notre cacao, il va à l'étranger. Avec des filiales, Nestlé, Unilever, Jacob Chichard, qui transforment ces produits, qui gagnent de la valeur ajoutée, qui gagnent de l'argent, qui créent de l'argent chez eux. Mais pourquoi pas chez nous? Le Sénégal doit être dans cette dynamique. On a la possibilité de le faire. On a l'arachide, on a des minéraux, on a du pétrole et du gaz. Il faudrait économiquement que la priorité numéro 1 du gouvernement soit cela. Et la fiscalité, j'en reviens, il ne faut pas tuer les entreprises, surtout les PME. Non, on peut revoir l'assiette fiscale. Il faut un peu l'élargir. On a besoin de budget, on a besoin de financer les écoles, des hôpitaux, construire des routes. Mais quand on tue les entreprises parce qu'il y a trop de pression fiscale, on ne va pas de l'avant. Ça aussi, c'est peut-être des points de discussion et de dialogue. Et ce que j'aime chez le président Diomaye, il est très ouvert, et Ousmane Sonko, le Premier ministre, c'est qu'ils sont très ouverts, très réceptifs à ces discussions-là. C'est parce qu'ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils ont été tellement forts pour gagner le pouvoir, avec beaucoup d'audace, de courage. J'espère qu'ils auront autant de courage et d'ambition pour justement sauver le Sénégal de ce marasme, de ses difficultés économiques et surtout que nos jeunes soient sauvés.
Et puis pendant ce temps, la coalition Sopi Sénégal trouve scandaleuse la nomination de Mayoro Faye au poste de secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais chargé des relations internationales. Et puis lors d'une conférence de presse hier, la coalition a annoncé qu'elle comptait déposer une plainte contre X dès ce lundi pour faux et usage de faux. Tafsir Choy et compagnie révèlent que la signature de Maître Abdoulaye Wade est utilisée à des fins qui ternissent son image. La tête de liste de la coalition Sopi Sénégal est ici au micro de Koumba Sey et Moussa Dia. En somme, plus de peu, les distributeurs ont voulu une annulation complète de notre bulletin. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été suivis par le ministère de l'Intérieur qui, au lieu de donner une suite favorable à leur requête, s'est appuyé sur l'article 180 pour appeler à une réunion de conciliation. Après plusieurs rencontres entre les mandataires de la coalition Taku Wallou et notre coalition Sopi Sénégal, une décision a été prise de proposer un léger changement sur le bulletin de notre coalition. Nous avons décidé de porter plainte contre X. Cette plainte, qui est là déjà écrite, contre X, sera déposée, Inch'Allah, sera portée par certains responsables du parti et membres du comité électoral et du secrétariat national et sera déposée dès lundi auprès du procureur pour faux, usage de faux, pour abus de faiblesse et pour usurpation de signatures. Pendant ce temps, le Premier ministre Ousmane Sonko pense à la promotion du tourisme intérieur et ainsi permettre aux Sénégalais de mieux découvrir le pays. À ce propos, il a donné des instructions au ministre de tutelle. C'était à l'occasion du lancement de 2 filiales de la SAPCO, Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. C'était justement ce samedi en présence de notre reporter qui a donc recueilli les propos d'Ousmane Sonko. Nous avons, nous, le gouvernement du Sénégal, pris l'option et eu égard également aux atouts objectifs dont on dispose, atouts géographiques liés au positionnement de ce pays, atouts culturels avec une richesse socioculturelle à faire valoir, mais également atouts naturels liés à une biodiversité extrêmement riche. Le tourisme doit être reprogrammé, reprofilé relativement à notre option souverainiste pour pouvoir promouvoir également le tourisme endogène, le tourisme local. Les Sénégalais ne font pas de tourisme intégré. Très peu de Sénégalais voyagent à l'intérieur du pays et découvrent d'autres sites. Le tourisme intégré pour rapporter certainement plus même que le tourisme qui nous vient de l'extérieur. Il faut travailler à le promouvoir, à encourager les Sénégalais à découvrir leur pays, mais en même temps, parce que ça coûte moins cher en prenant quelques jours de sillonner le Sénégal, de visiter. Et puis nous poursuivons cette édition avec des chiffres. Plus de 80% des accidents de la route sont dus à des facteurs humains, a expliqué donc le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, après avoir donc constaté une recrudescence des accidents sur nos routes. La difficile cohabitation entre automobilistes et motocyclistes en témoigne donc largement. Une coexistence compliquée dont les causes sont diverses. Cependant, des solutions existent bel et bien. Les acteurs l'admettent et en parlent ce 13 octobre, date donc de la journée mondiale de la sécurité routière. Ndaya Anta Gaindoy leur a ainsi donné la parole dans ce reportage. La cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes n'est pas toujours facile. Les motards, tout comme les chauffeurs, se retrouvent souvent dans une situation peu confortable qui met leur sécurité en jeu. Sur le point de l'émergence, nous avons retrouvé de nombreux motards qui cohabitent avec les chauffeurs au quotidien. D'après eux, les causes de ces mésaventures sont multiples. Nous roulons sur la route ainsi que les automobilistes. Il y a souvent des incidents parce que certaines routes sont trop étroites. Surtout à côté du BRT, les motocyclistes veulent souvent se faufiler entre les voitures et cela crée souvent des problèmes.
plus souvent nag foofu mooy am laalante daal parce que moto yi dañuy bëgg di faufiler dugg génn te day xat da ngay mbëkk rétroviseur yi jàmbur wala nga laal kenn coow li commencé. Actuellement boo xoolee ci biir télé bi moom wax dëgg yàlla moom y a trop de désordre quoi franchement. Il y a beaucoup de désordre dans la route. La plupart des Sénégalais ne connaissent pas parfaitement les voitures et les motos qu'ils utilisent. Or, avant d'acheter du matériel, surtout de ce genre, il faut l'étudier d'abord afin de savoir comment le conduire dans la route. Pour réduire les incidents entre motocyclistes et automobilistes et renforcer la sécurité routière, de nombreuses solutions d'ordre réglementaire et disciplinaire sont à prendre en compte. Tout peut se régler avec la discipline. Nous conduisons tous sur la route, donc, quelle que soit l'étroitesse de la route, la cohabitation ne devrait pas poser problème. On dit souvent que les conducteurs de moto sont indisciplinés, mais ce n'est pas tout le monde. On devait aussi revoir l'octroi des permis de conduire. Ceux qui ont les moyens payent pour l'obtenir. Ce sont des choses à rectifier. Chaque année, de nombreux incidents entre motards et chauffeurs sont constatés sur les routes. Ce 13 octobre est la journée internationale de la sécurité routière. Une occasion pour tous les acteurs du transport de trouver des solutions durables pour réduire les accidents et les incidents sur la route. Quittons au moment la capitale pour nous rendre à Kaffrine, précisément dans la forêt de Nguigis, dans la commune de Sagna. C'est à Malem Hodar où 11 bovins ont été tués par la foudre. On estime leur valeur à plus de 20 millions de francs CFA. Les affligés demandent assistance à l'État. Ils ont tenu donc un point de presse sur place en présence de Boubacar Falbop. Les éleveurs nomades installés dans la forêt de Nguigis, dans la commune de Sagna, département de Malem Hodar, sont dans le désarroi. Durant les fortes pluies de jeudi dernier, la foudre qui s'est abattue a presque décimé un troupeau tuant 11 vaches. Lorsqu'il pleuvait aux environs de 6 heures, ma femme et les enfants étaient en train d'attacher les vaches. Je leur ai demandé d'arrêter et d'attendre après la pluie. C'est quelques minutes à peine lorsqu'ils sont entrés dans la case que la foudre est tombée. Et quand je suis sorti, j'ai constaté que 11 bovins étaient déjà morts. Je n'ai d'autre activité que l'élevage. Le maire de la localité qui a fait le déplacement pour apporter son soutien aux victimes appelle l'État à l'aide. ay gan lañ xam ndagon su sogoon ko xam gan bu ñëwee bu ñibi yóbbaale li nga xam ne moom la fi indi woon suma collègue maire boo ma xoo ne ma am naa sama ay gay naa ko yoo xam ne dañoo ñëwoon si sa windi ngi gis waaye yàlla dafa dogal na dënn bu dafa jaar rey. Ce sont des éleveurs nomades installés ici. C'est mon collègue maire de la commune d'où ils sont originaires qui m'a informé. Nous demandons que l'État leur vienne en aide. Cette zone est très difficile d'accès parce qu'il n'y a pas de piste. Il nous a fallu beaucoup de peine pour arriver ici. Piste dëkk yi si boppam sax amuñ yoon waxuma la far forêt bi. La perte est évaluée par les victimes à plus de 20 millions de francs CFA et les populations appellent l'État à leur venir en aide. Et puis un cadre de concertation entre les acteurs de l'hydraulique du monde rural a été mis sur pied par les usagers des forages ruraux du Sénégal, une association nationale qui se fixe pour mission de faciliter l'accès universel à l'eau potable à des coûts soutenables. Cette organisation lutte également contre la privatisation de l'eau en milieu rural. Ibrahim Ning, chargé de communication de l'UNAFOR, nous en dit un peu plus. L'objectif de l'UNAFOR, c'est tout simplement créer un cadre de concertation entre les acteurs de l'hydraulique rurale, mais surtout également faire de telle sorte que l'accès à l'eau potable soit une réalité au Sénégal, donc l'accès universel à l'eau potable, mais également surtout que les coûts de l'eau soient soutenables par les populations du monde rural, mais une amélioration de la qualité de l'eau. C'est de lutter contre la privatisation de l'eau en milieu rural. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis pour proposer à l'État du Sénégal des solutions durables. Il y a aujourd'hui des populations qui n'arrivent pas à accéder à ce liquide précieux. L'autre problème que nous pouvons citer également, c'est tout simplement la cherté de l'eau. Dans certaines localités, vous constatez que même en milieu rural, le prix au mètre cube est plus cher qu'en milieu urbain, et ce qui est inadmissible. Un autre problème également, c'est que la réforme a créé une situation d'insécurité dans le monde rural. Vous avez constaté partout au Sénégal des collectifs qui sont créés, des collectifs de lutte contre
la réforme de l'hydraulique rurale, c'est qu'on ne peut pas comprendre que l'État du Sénégal, avec ses services nationaux, ses services centraux et ses services déconcentrés, puisse avoir des difficultés à tel point de solliciter l'expertise étrangère, c'est-à-dire la privatisation. Parce que nous savons tous que la plupart de ces fermiers ne sont pas des sociétés nationales, mais sont des sociétés privées étrangères. Pendant ce temps, à Thiès, l'association des femmes catholiques a tenu une randonnée pédestre. Ces femmes ont voulu allier sport et sensibilisation contre les cancers féminins, notamment dans les zones à forte affluence dans la capitale du rail. Une sensibilisation pour leur permettre notamment de se prémunir contre notamment bien sûr le cancer du sein. Et puis Isidore Alexandre Sen était de la partie. Le top départ est donné à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès après la prière du prêtre. Direction le marché central en passant par la mairie de ville. Les femmes catholiques effectuent leur traditionnelle journée de sensibilisation sur les cancers. Voilà, donc depuis 3 ans, chaque année, durant le mois d'octobre, on tient cette randonnée afin de soutenir nos sœurs qui sont atteintes de cette maladie. Et d'autres le font autrement, mais nous, c'est par une prière que nous voulons soutenir nos sœurs. Elles ont chanté, dansé, mais surtout prié. Pour elles, la prière peut aussi soulager. Quand même, on a des retours, mais beaucoup plus de retours par rapport à la prière, parce que nous, ce que nous faisons, nous prions, on marche en priant, et d'autres sont venus nous dire qu'avec la force de la prière, soit c'est les douleurs en moins, ou peut-être, et parfois même, voilà, à toutes les femmes, spécialement aux femmes catholiques, de venir chaque année participer à cette randonnée pour soutenir nos femmes qui sont atteintes de cette maladie. Ce sens, nous organisons des foires, mais également nous faisons une collecte chaque année pour soit construire des églises ou rénover certaines églises dans des difficultés. L'association des femmes catholiques regroupe des centaines de fidèles à travers le pays. Elle s'active dans le cultuel, mais aussi dans l'entrepreneuriat. La solidarité entre membres de la structure est chevillée au corps. Cette journée de sensibilisation a été clôturée par une veillée de prière à la maison de la jeunesse du diocèse de Thiès. Et puis à Rufisque Nord, un partage d'expériences a réuni plusieurs organisations féminines. Ceci pour harmoniser les actions de développement des associations de femmes de Rufisque Nord et le réseau droit au développement pour d'autres alternatives plus connues sous l'acronyme REDA. Plusieurs plaidoyers ont été soulevés au cours des échanges pour ainsi permettre aux femmes de s'autonomiser. Les précisions, c'est avec Bambi Soumaré, la présidente du REDA. C'est l'échange d'expérience entre nous. Nous faisons presque le même travail, donc il est bon de s'asseoir sur une table et de voir ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Les difficultés rencontrées sur le marché, c'est l'accessibilité de certains produits, c'est-à-dire les matières premières. Nous avons aussi des difficultés par rapport aux emballages. Nous avons des difficultés par rapport à l'obtention du FRA. Le FRA est tellement cher, donc ce n'est pas accessible. Nous demandons au nouveau gouvernement de diminuer le FRA s'il ne peut pas le donner gratuitement à ces différentes femmes transformatrices. Et nous avons aussi des problèmes d'emballage et de commercialisation sur le marché. Et nous aimerons que l'État nous facilite tout ça. Et aussi nous aimerons que les femmes et l'accès à la terre pour mieux produire. Parlons à présent du projet Bamtare Sukabe à Matam, où il a été lancé. Les jeunes de la région ont pu bénéficier d'une formation de 2 jours. L'objectif recherché est de leur permettre d'avoir un leadership confirmé pour concrétiser leur projet. Amadou Mardialo pour nous en dire un peu plus. À travers le projet Bamtare Sukabe, la plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal était à Matam pour former des jeunes dans le cadre des projets du développement personnel. La tranche d'âge concernée est entre 15 et 29 ans. Ousmane Ba, secrétaire exécutif de l'antenne des acteurs non étatiques au niveau de Matam, est revenu sur la rencontre. Maintenant, au niveau de nos activités, ce que nous faisons, c'est qu'après avoir formé ces leaders communautaires, ces leaders vont retourner au niveau donc de leur village et quartier pour mettre en place ce que nous appelons des clubs 4H. C'est des clubs où on recrute donc des jeunes. Donc si on parle de jeunes, donc ça fait référence à l'âge. Accompagner ces jeunes vers le développement personnel de ces jeunes-là.
ils vont mettre en place un projet et c'est avec donc la plateforme à travers ce projet Bamtare Sukabe que ces jeunes, avec leurs leaders, vont chercher à mettre en place des compétences pour que ces projets puissent être rentables. Pour vulgariser le projet, la plateforme des acteurs non étatiques mise sur le soutien et l'accompagnement des jeunes. Donc les grands objectifs, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes à avoir un leadership pour que demain, que ces jeunes puissent porter le développement au niveau de leur communauté. Dans la région de Matam, nous allons mettre en place 20 clubs. Et chaque club va recevoir donc 15 jeunes. Donc si vous faites donc le calcul, ça va être 20 fois 15, ça va tourner donc autour de 300 jeunes que nous voulons mettre au niveau donc de la région. Financé par la coopération américaine USAID en consortium avec l'ONG Jeunesse et Développement, le projet Bamtare Sukabe intervient dans 5 zones telles que Matam, Saint-Louis, Louga, Dakar et Thiès. Élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs et surtout, prenez bien soin de vous.